Un tournoi à Romans en 1484 ***** Un tournoi à Romans en 1484 par le docteur Ulysse Chevalier Romans 1888 Un tournoi à Romans en 1673, paru à Grenoble, sans nom d'auteur, un petit volume, aujourd'hui fort rare, contenant le récit, naturellement très fantaisiste, de l'amour de Zizim, prince ottoman, pour Philippine de Cessenigin. De ce roman justement attribué à Guy Allard, avocat au Parlement, nous avons extrait la description archaïque d'un tournoi qui aurait eu lieu à Romans, aux fêtes de la Pentecôte, 6, 7 et 8 juin de l'année présumée 1484, à l'occasion du mariage d'Antoine de Montchenu avec Louise de Clermont. Si le récit romanesque que nous publions avec les notes historiques et biographiques qu'il comporte est de pure fantaisie, les lieux, les faits, les personnes qui le constituent sont conformes, de tout point, à la vérité historique. Le lieu de cette fête chevaleresque est indiqué sur la grande place. C'était, en effet, à cette époque, la seule place qu'il y eût à Romans. Elle était au centre de la ville, bien abritée et nivelée, assez spacieuse, car alors la rangée des maisons qui en forment le côté méridional n'existait pas, ce qui donnait à cette arène une longueur de 100 mètres et une largeur de 35, et enfin permettait d'adosser, sans encombrement, contre l'église les estrades, gradins et échafauds que l'on construisait lorsque l'on célébrait des jeux chevaleresques et des fêtes populaires sur cette place. Les trois autres côtés étaient bordés par des édifices particuliers, dont, au jour de fête, les salles et les chambres, les balcons et les croisées devenaient pour de nombreux spectateurs des loges et des stalles, aussi commodes que peu coûteuses. Déjà, dans ce champ clos, il s'était donné plusieurs fois des joutes et des tournois comme on le voit par les comptes municipaux. Ainsi, le 21 janvier 1428, il fut alloué à Durand-Régnier, un des syndics, consul, 25 sols un demi-tournoi, plus un florin 8 gros qui avait été employé à préparer, pour l'honneur de la ville, des lices, où la noblesse devait combattre à cheval, équesté, avec des lances, inastiludii. Le 15 juillet 1430, nouvelle dépense par ordre du gouverneur de la province pour le tournoi donné à l'occasion de la réunion des trois ordres ou états généraux à Romans. Le comte fait mention de barrières, de pieux, de tentes, de cordages. Le 1er mai 1431, solde de 5 florins pour les frais nécessités par certaines joutes, etc. Nous croyons devoir rappeler, à propos de l'épisode romanesque qui fait le sujet de ce récit, que pendant le Moyen Âge et même jusqu'à la Révolution, la ville de Romans, à cause de sa position centrale, de sa route et de son pont très fréquenté, a été une cité importante du Dauphiné. De grands personnages y ont séjourné ou passé, souvent on y a réuni les états généraux de la province, célébré des drames religieux et, comme on vient de le rappeler, donné des jeux chevaleresques. Les noms des tenants et assaillants de ce tournoi, au nombre de 84, ainsi que les signes héraldiques qu'ils portaient sur leurs casques sont parfaitement exacts, car, on le sait, Guy Allard avait une grande connaissance des généalogies et des armoiries dauphinoises. Toutefois, dans le but de flatter de hauts personnages, les nobles champions qu'il désigne comme ayant pris part à cette fête, sont en général choisis parmi les ancêtres des membres des familles qui, à l'époque de l'impression du roman de Zizimi, occupaient de grandes positions, surtout dans la magistrature. Pour distinguer entre eux les combattants cachés sous leur armure, l'auteur orne le casque de chacun d'eux, d'un cimier héraldique représentant la figure principale de leurs armoiries, et dans le cas où celle-ci ne contenait pas des signes particuliers ou en avait de trop compliqués, il leur donne un timbre de fantaisie. Nous nous efforcerons de réparer cette inexactitude ou cette lacune en décrivant, après une petite note biographique, les vrais blasons de chacun des combattants, tenants et assaillants. Un héros vint dans le Royanois annoncer le tournoi qui se devait faire dans peu de jours dans la ville de Romans pour la solennité des nopces de Montchenu.
Ce prétendu époux de la fille du baron de Clermont estoit un des plus galants hommes de son siècle, et quoiqu'il dût bientôt posséder sa maîtresse, il voulut néanmoins paroisse tramant jusque-là, et en donner des marques publiques. Ce fut donc Louis qui entreprit ce tournoi, et qui envoya par tout le Dauphiné et dans les provinces voisines pour en publier l'emprise qui estoit en ces termes, à la louange de Dieu. La noblesse qui voudra se trouver dans la ville de Romans, les festes de la Pentecôte prochaine, sera reçue dans un tournoi qui se célébrera à la gloire de Louise de Clermont par les soins d'Antoine de Montchenu. On y combattra à lance mornée, avec pouvoir d'en changer jusqu'à ce que l'on soit abattu. L'ESP n'y servira que d'ornement pour ne pas souiller par le sang, une feste qui ne doit être remplie que de plaisir. On tirera au sort pour savoir quels seront les tenants et les assaillants. On ne promet d'autre prix que l'honneur d'avoir vaincu. Après que le héros eut ainsi annoncé ce tournoi dans le Royanois, les plus qualifiés gentilshommes du pays se préparèrent pour y donner des marques de leur force et de leur adresse. Et quand Zizimi eut que la seule gloire d'avoir vaincu devait faire la récompense du victorieux, il fit dessein de Louis préparer un présent digne de la majesté d'un prince ottoman. Il avoit encore quelques pierreries, et parmi elles une boîte de diamants très riche et très magnifique qu'il destina pour ce sujet. Cependant toute chose se prépara à Romans pour le tournoi. On y dressoit des barrières pour les jouxtes et les échafauds pour les juges du camp et pour les dames. Comme on fut à la première feste de la Pentecôte, de tous côtés on vit arriver des chevaliers. Zizimi partit ce même jour et passa l'Isère avec Rochechinard, suivi de son cadilecher 3, de ses capigis 4, de ses janissaires 5 et de ses esclaves, et il entra dans Romans avec un ordre assez bien concerté pour donner curiosité à tout le monde de le voir passer par les rues. Barachin le mena loger dans une maison où le gouverneur de la ville, qui estoit alors à Paris, avoit coutume de demeurer quand il estoit à Romans 6. Le lendemain au matin, Zizimi reçut les visites de tout ce qu'il y avoit de personnes de qualité dans la ville. Le baron de Clermont y fut, le seigneur de Montchenu Louis alla rendre grâce de l'honneur qu'il lui faisoit, enfin ce sultan qui depuis sa sortie de l'empire des Turcs n'avoit reçu aucun de ces grands honneurs que l'on rend aux princes, que dans la ville de Rhodes, s'en trouva alors environné de toutes parts, et vit la noblesse la plus galante du Dauphiné Louis en faire une cour assez considérable et assez nombreuse pour l'état où il se trouvait alors. L'après Disner il marcha dans la place où les barrières avoient été plantées. Son habillement était d'une veste très précieuse. Il avoit sur sa tête un chapeau tout couvert de plumes et garni de quelques pierreries. Ces gens étaient tous vêtus à la turque et couverts d'un turban. Le baron de Clermont, celui de Cessenige, les seigneurs de Chaste et d'Uriage nommés pour juges du camp, l'accompagnèrent jusqu'aux échafauds préparés pour eux. Plusieurs dames y avoient déjà pris leur place, et la belle Philippine y paroissoit comme un soleil parmi d'autres astres sept. Lorsque chacun eut pris sa place et que plusieurs trompettes et tambours eurent fait retentir l'air de leur bruit, l'Ottoman fit publier par un des 4 héros d'armes qui estoient là, qu'il y avoit un présent destiné pour celui qui demeurera vainqueur à la fin des jouxtes, et qu'il le recevra des mains de l'aimable Cessenige. Philippine ne scavoit point que Zizimi eussent préparé une boîte de diamants pour le prix du tournoi, et elle ne fut pas peu étonnée lorsqu'un capigi le lui vint remettre, après que le héros eut fait sa charge et publié la générosité du sultan. Les chevaliers prestent d'entrer en lice, estoient cependant dans une ardeur et dans une impatience extrême de combattre. On les fit tirer au sort pour les diviser en tenants et en assaillants. Voici les noms des tenants avec leurs cimiers. Damian Rostin du lieu de Chevrières, dont le cimier estoit une corneille d'or 8. Louis d'Ars, seigneur de Réaumont, avoit pour cimier un lion d'or 9. Jean de Latier, un lac d'amour 10. Gabriel de la Poipe, seigneur de Saint-Julien, timbré des armes de la maison d'Autriche 11.
Louis de Cessonige, fils aîné du baron qui portait sur son timbre une Mélusine 12. Claude Izeran, seigneur de la Grange, avoit sur le sien un griffon d'argent 13. Pierre de Rivoire, fils du seigneur de Romagneux, estoit timbré d'une fleur de lys d'azur 14. Hénard de Gramont, seigneur de Vachères, d'un lion d'or 15. Laurent de Beaumont, seigneur de Saint-Quentin, amant de la belle Philippine, avoit sur son aume une fleur de lys d'azur 16. Lantel Ménard, un lion d'or 17. Hénard de Moreton, seigneur de Chabriand, une patte de lion d'or 18. Philippe de la Tour Cessonige, surnommé le brave Vatilleux, père de Sidonie 19, une patte de lion d'or 20. François Pape, seigneur de Saint-Auban, fils du célèbre Guy Pape, une croix d'argent 21. Aymon d'Arvillard, seigneur de la Bastille, estoit tout fier de l'aigle d'azur qu'il portait sur son casque 22. Guillaume de Viennois, seigneur d'Ambel, avoit pour cimier un dauphin pour marque qu'il estoit du sang des premiers dauphins de Viennois 23. Jean de Buffevent, seigneur de Buffière et de Flévin, avoit sur son cimier des ailes de moulin avant 24. Antoine de Pauloude, seigneur de l'île d'Abo, un sauvage 25. Bernardin de Clermont, seigneur de Saint-André-en-Royan, fils du baron de Clermont et frère de l'Ouest pour laquelle estoit cette feste, avoit une tiare papale sur son timbre 26. Claude de Marsanne avoit pour cimier un lion d'or 27. Humbert de Vaux, seigneur de Milieu avoit aussi un lion, mais il étoit d'argent 28. Lancelot de Commiers portoit sur son aume un bouquet de roses au naturel 29. Georges Arbalestier, une pomme de pin de Sinople 30. Louis d'Hyères, un rameau de lierre d'or 31. Guiguès d'Orgeoise, une fleur de lys d'argent 32. Pierre de la Porte, une croix d'or pour cimier 33. Charles de Chaponnet avoit un coq d'or 34. Guillaume de Genas fit paroisse Tringenais sur son timbre 35. Aymar de Groslay, baron de Bressieux, amant de Philippine, portoit une couronne d'argent pour cimier 36. Antoine de Théis, sieur de Bayette, avoit mis sur son casque un faisceau de boue de pique de sable 37. Georges de Torchefelon avoit une hermine sur son timbre 38. Charles d'Austingue, seigneur de la Baume, frère d'A la maîtresse de Rochechinard, une croix engrelée d'or 39. Olivier du Mottet, un aigle d'argent 40. Jean de Briançon, seigneur de Vars, avait orné son casque d'une croix d'or pour cimier 41. Raymond Durand portoit pour cimier une sorte de léopard, de gueule 42. Fouquet du Puy, seigneur de Montbrun, un lion de gueule 43. Antoine Rachet avoit un semblable cimier 44. Pierre de Voissanc avoit fait le sien d'une étoile commetée 45. Pierre de Vesque, seigneur de Bécon avoit le sien d'un château d'argent 46. Antoine d'Arzac portoit pour cimier un aigle de sable 47. Antoine Blanc de la Coste Saint-André, une hermine 48. Hugues de Mont avoit sur son casque plusieurs bandes de sable qui pendoient nonchalamment 49. Étienne de Poissieux, bailli des montagnes de Dauphiné, avoit fait attacher un chevron d'argent sur son casque, qui lui servoit de cimier 50. Voici les noms des assaillants: Ferrand de Pracontal, seigneur d'Ancône avoit une fleur de lys d'or 51. Pierre Guiffray, dit le chevalier de Boutière, un griffon d'argent 52. Barachim allemand, seigneur de Rochechinard, une fleur de lys d'or 53. Gabriel de Groslay, seigneur de Viriville, un ange 54. Antoine de Boxozel, seigneur de Chastelard, avoit un échiquier d'argent et d'azur 55. François de Langon avoit une tour d'argent 56. Aymon de Salvin, seigneur de Boissieux, sur le timbre duquel paraissoit l'aigle de l'Empire 57.
François de Cessernige, autre frère de Philippine, prit un cimier semblable à celui de son frère, c'est-à-dire la Mélusine 58. Hector de Monteynard, seigneur de Monteynard, avoit un casque tout verré 59. Claude Falcoz avoit pour cimier un faucon d'argent 60. Claude de Chastelard, une cigogne d'argent 61. Guillaume de Virieux, seigneur de Pupetière, 3 bourrelets d'argent 62. Antoine de Vachon, une vache d'or 63. Louis de Tholon, seigneur de Sainte-Jalle, un signe d'argent 64. Antoine de Montchenu en fut aussi bien que les autres, et la clé d'argent qu'il portoit pour cimier témoignoit facilement que c'estoit pour une fille de la maison de Clermont que son cœur soupiroit 65. Philibert de Clermont, seigneur de Montezon, avoit une tiare papale pour cimier 66. Claude de Béranger, seigneur du Gaz, un lion d'or 67. Christophe Admar, baron de la Garde, qui depuis 3 ans avoit épousé la sœur du seigneur de Montchenu, portoit un vaisseau pour cimier 68. Pierre de la Baume, seigneur de Suse, un lion d'argent 69. Claude de la Poipe, seigneur de Serrières, un lion d'or qui tenoit une bande ou fasque volante d'argent 70. Aymon de la Balme, seigneur de Montchalin, buste d'une femme de Sinople 71. Jacques de Montbel, comte d'Entremont, avoit chargé son casque d'une hermine au naturel et d'un lion de sable. Ce fut dans ce tournoi qu'il commença d'aimer Philippine de laquelle il fut le 3e mari 72. Georges de Beaumont, fils du seigneur des Adrets, avoit une fleur de lys d'azur pour cimier 73. Jacques de Brunier, seigneur de Larnage, avoit un singe assis 74. André Bouvier, un test de bœuf d'or 75. Aymar de l'Eure, seigneur d'Aubenas, un croissant d'or 76. Guy de Sautereau, un épervier d'argent 77. André de Claveyson portoit pour cimier un clé de sable 78. Guillaume de Fassion, sieur de Mentonne, une étoile d'or 79. Hugues de Maugiron, seigneur d'Ampuis, un foudre d'or 80. Guy de Laura, un cerf-volant de sable 81. Raymond de Chissé, un lion de sable 82. Pierre de Manicy, de la ville de Romans, avoit chargé son casque de 2 clés d'argent passées en sautoir 83. Jean-Marcel avoit sur son timbre 3 croissants d'argent 84. Claude de Tivolet avoit sur le sien 3 losanges de sable 85. Antoine de l'Estang portait plusieurs créneaux d'argent en forme de couronne 86. Humbert de Murinet, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, avait pour cimier un lion d'or 87. Antoine d'Urcornillon, seigneur du Puy Saint-Martin, une estoile d'argent 88. Pierre Coste, de la ville de Romans, avoit un aigle de gueule pour cimier 89. Jean de Grimaud, une teste école de chameau d'or 90. Pierre de Colombe avoit une colombe d'azur 91. Jean Rigaud, un losange d'or 92. Après que l'on eut ainsi divisé ses chevaliers, le baron de Cessernige proposa aux autres juges du camp qu'il falloit que les tenants combattissent sous les étendards du roi, et les assaillants sous ceux de Zizimi, et tous à l'honneur de la belle de Clermont. Cette proposition fut trouvée agréable, on la fit au prince, qui accepta l'honneur que l'on lui vouloit faire, et il ajouta que quoiqu'il previsse bien que son parti alloit être le plus faible, puisque les tenants se sentiroient animés du souvenir de leur roi, ils voient néanmoins tant de gloire à pouvoir entrer en concours avec le plus grand prince de la chrétienté, que quelque succès qu'eussent les jouxtes, il ne se plaindra pas de la défaite de son parti. Afin de préparer toutes choses, on renvoya de combattre à 4 jours de là, et les chevaliers se retirèrent.
Le jour préparé pour commencer les jouxtes étant venus, les tenants parurent tous ombragés par des plumes blanches, et ceints par des écharpes de la même couleur, et sur leur escou estoient peintes les armoiries de France, d'azur à 3 fleurs de d'or. Les assaillants avoient sur leurs casques des plumes de diverses couleurs, un croissant estoit peint sur leur escou, et ils avoient des ceintures bigarrées. Tous entrèrent dans la place de divers côtés. Le fils du baron de Clermont estoit à la teste des tenants, et Montchenu à celle des assaillants. Divers étendards des 2 nations paroissoient de rang en rang, et plusieurs trompettes précédoient ou suivoient. Les barrières ayant été ouvertes, 6 des tenants et 6 des assaillants y entrèrent et fournirent leur carrière sans avantage. Ils recommencèrent, mais ce ne fut pas heureusement pour les assaillants, 3 des leurs furent abattus, et il n'y en eut qu'un du côté des autres. Ces 12 s'étant retirés, il en entra encore 6, de chaque partie, qui firent 3 courses sans s'ébranler, ensuite il y en eut 2 de chaque partie qui tombèrent. 12 autres leur succédèrent, Saint-Quentin en estoit aussi bien que Montezon. Quand ils se furent reconnus, ils se choisirent pour le but de leur coup. Ils ramassèrent toutes leurs forces, et comme 2 jeunes lions, ils se heurtèrent avec une violence sans égale. Ils s'ébranlèrent aussi peu que s'ils avaient combattu contre des rochers. Ils rompirent 3 lances, et voyant qu'il estoit temps de finir, parce que 3 des assaillants avaient été abattus, ils sortirent des barrières pour y laisser entrer 12 chevaliers nouveaux. De ceux-ci un des tenants fut seulement abattu, et la nuit s'approchant, il fallut renvoyer les jouxtes pour le jour suivant. Toute la nuit on entendit les trompettes et les tambours, et le lendemain on continua les courses de la manière qu'elles avaient été commanditées. Zizimi, les 4 juges et les dames occupant toujours les échafauds. Ce prince témoigna qu'il serait bien aise d'être auprès de Philippine, en effet, il s'y mit, et il lui parla longtemps avec assez de facilité. On peut juger qu'il n'oublia pas son amour, et que tant de beaux coups qui se firent dans cette journée n'eurent pas toute son attention. Il ne prit pas garde que des 12 qui coururent les premiers, il y en eut 5 de son parti qui furent abattus, que des autres 12 des jouxtes furent égales, et que des 12 qui suivirent, 2 des tenants et un des assaillants allèrent mordre la poussière. Les juges s'approchèrent du sultan pour avoir son avis, et savoir quel de tous les chevaliers méritoit le prix qu'il avait destiné au vainqueur. Je ne sais, repartit-il, et ceux qui sont demeurés à cheval et ceux qui ont été abattus m'ont paru si vaillants, que je ne veux pas me déterminer là-dessus. Mais si vous le trouvez à propos, faisons faire demain de petits combats à l'épée émoussée par ceux qui sont restés à cheval, et celui qui fera des exploits de plus grande valeur, obtiendra le prix que la belle Cessonige lui donnera. On s'accorda à cette proposition, et l'on la publia parmi tous les chevaliers. Apparemment ceux qui avaient été abattus n'y prirent pas plaisir, mais aussi la joie des autres fut extrême. Le lendemain, les vainqueurs vinrent dans la place en forme d'escadron. Tous avec un désir égal d'obtenir le prix plutôt pour leur propre gloire que pour aucune considération du présent de Zizimi. Bressieux, Saint-Quentin et Montezon brûlaient d'impatience d'en venir aux mains, afin de pouvoir être récompensés de celle de la belle Cessonige. Ainsi l'amour et l'honneur les animoient tout puissamment. Les barrières restant ouvertes, ils firent voir leurs épées nues, et on entendit un moment après 1000 chamaillis. Comme cette sorte de combat ne pouvait pas permettre à ces chevaliers de se renverser les uns les autres, ni de donner aucune marque certaine d'avoir vaincu, Zizimi, les juges et les spectateurs ne purent connaître qui méritoit mieux le prix et l'on fut fort en peine qui de tant de braves combattants, devoient être déclarés vainqueurs. On estoit donc dans cette incertitude, lorsque Philippine parla bas au sultan, et le sultan pour témoigner qu'il approuva ce qu'elle lui avait dit, en fit le rapport aux juges qui y consentirent, et dès lors le seigneur de Montchenu ayant été appelé par un héros, la belle Cessonige lui donna la boîte de diamants préparée pour le vainqueur.
On vit bien que Montchenu l'avoit obtenue à cause que la feste se faisoit pour ses nopes, et quoi qu'il y en eusse d'autres dont la valeur étoit aussi bien connue que la sienne, et qui en avoient donné des preuves assez convaincantes, néanmoins il n'y eut pas un qui en murmuraste ni qui témoignaste d'en estre fâché. Comme Montchenu eut reçu ce beau présent, il alla le présenter à sa maîtresse qui le reçut comme venant d'une personne qui lui estoit très chère. Le jour qui suivit les jouxtes fut celui de ses nopes et après avoir dîné magnifiquement dans Romans, où le prince se trouva, Montchenu amena sa femme en son château de Montchenu où il fut suivi d'une partie des chevaliers qui avaient combattu. Zizimi fut convié d'y aller, mais ayant appris que Philippine retournoit dans le royaunois, il ne voulut point la quitter. Comme il l'eut ramené à la Bastille, il retourna à Rochechinart avec Barachim. Note à Guy Allard, né à Grenoble le 16 septembre 1635. Il fut avocat au Parlement et secrétaire de la commission instituée pour la recherche des usurpateurs des titres de noblesse, fonction qui lui mirent entre les mains une quantité considérable de documents dont il se servit plus tard pour écrire sur le Dauphiné et la noblesse de cette province des ouvrages nombreux et érudits, mais dans lesquels malheureusement le besoin de plaire aux hommes puissants a altéré trop souvent la vérité. Il est mort le 24 décembre 1716, étant doyen des avocats du Parlement. B-Izim, Djem, fils de Mahomet II, empereur des Turcs, et frère puisé de Badjazet. Il disputa l'empire à son frère et ayant été complètement vaincu près du mont Tauru, il se réfugia à Rhodes où il arriva le 24 juillet 1482. Le grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le reçut avec magnificence, mais traita secrètement avec Badjazet à qui, moyennant une rente annuelle de 45,000 ducats, il promit d'empêcher Zizim de rien entreprendre. Il envoya bientôt en Europe ce malheureux prince qui, sur un vaisseau de l'ordre et sous la conduite du commandeur Charles Allemand 93, vint avec une suite nombreuse débarquer à Gênes où il resta 4 mois. Il fut ensuite conduit à Lyon où il rencontra le roi de France Louis XI, puis à Saint-Jean-de-Maurienne, à Chambéry, à Rumilly où se trouvait une commanderie de l'ordre. Charles Allemand, craignant de sourdes intrigues, fit désarmer 29 seigneurs de la suite de son illustre captif qu'il conduisit, le 26 juin 1483, à Pau-Laval dont il était le commandeur, enfin au château de Rochechinart 94 qui appartenait à son neveu Barachin Allemand. Peu après son arrivée, le prince ottoman reçut la visite de seigneurs du voisinage. C'étaient, le baron de Celsonnige, le seigneur de la Baume, Jean Valin, Antoine Copier, Antoine Veilleux, François Auberjon, Humbert Colonel, Pierre Laauberge, Hénard de Villars, Jean de Flanhaine, Aymar de Bologne, François de Langon, Claude Servien et Hennemont Iseran. Zizim eut dans ce séjour toute la liberté qu'il désirait, et dans ses courses il fit la connaissance de Philippine de Cessonige dont il devint éperdument amoureux à ce point de demander sa main et d'offrir de se faire chrétien. Mais peu de temps après, au mois d'octobre 1484, il fut conduit à Bourganeuf en Auvergne, par Merlot de Piozazo, prieur de Lombardie, Guy de Rochefort, commandeur de Montrolles, et le chevalier Guillaume de Rochechinart, député par le grand maître de l'ordre auprès de Zizim. Le baron du Bouchage et Barachin allemand tinrent à accompagner ce prince, mais le quittèrent bientôt après. Quoique réclamés par le pape Innocent VIII, les choses traînèrent en longueur et ce n'est que par lettre patente du 3 février 1488 que le baron du Bouchage fut autorisé à conduire le prince ottoman à Rome où il fut reçu avec les plus grands honneurs, le pape lui fit faire une entrée magnifique. Mais plus tard, par ordre du pape Alexandre VI, 95 il fut enfermé dans le château Saint-Ange où il demeura longtemps prisonnier.
Le roi Charles VIII étant entré en Italie, le demanda au pape qui le lui envoya, mais cet infortuné sultan mourut peu après à Capoue d'une maladie d'entrailles assez violente pour faire supposer qu'il avait été empoisonné, crime qui, dit-on, fut payé 200,000 ducats par Bajazet. Les deux fils que Zizim avait laissés en Karamanie périrent avec toute sa famille par ordre de l'empereur des Turcs. C'est moins Philippine de Selsonige, surnommée Hélène, à cause de sa merveilleuse beauté, était la reine d'un essaim d'autres beautés au nombre desquelles figuraient ses trois jeunes sœurs, Françoise, qui épousa Jean Robe, seigneur de Miribel, Huguette et Isabeau. Elle avait un visage à demi ovale, une petite bouche, des yeux bien fendus, noirs et remplis d'esprit, une physionomie heureuse et un caractère surprenant. Elle n'avait alors que 16 ans et sortait du monastère de Saint-Just où elle avait été élevée. À son retour au château de la Bâtie en Royan qu'habitait sa famille, elle eut une foule d'adorateurs parmi lesquels Saint-Quentin, le baron de Bressieux, Philibert de Clermont, le jeune d'Austin, la seigneur de Claveyson, celui de Murinez et plusieurs autres. Le prince Zizim, qui était alors interné au château de Rochechinard, vint bientôt augmenter ce nombre et mettre au pied de la belle Philippine sa fierté ottomane. Comme le lui avait prédit la fée Mélusine, Philippine eut 3 maris. D'abord le baron de Bressieux qu'elle épousa dans le mois de septembre 1484, qui mourut peu après sans postérité. Son second mari fut Puisieux, qui en eut 2 filles, et après lui Jacques de Montbel, sieur d'Entremont, qui n'en eut pas d'enfant. En somme, cette merveille de beauté fit plus de malheureux qu'elle ne fit d'heureux, tout en restant vertueuse. Philippine de Sessonige décéda le 6 août 1533. Le martyrologe des frères mineurs de Chambéry fait mention d'elle avec éloge, l'appelant illustre et généreuse dame. Elle était fille de Jacques, baron de Selsonige, et de Jeanne de Comillas, dame d'honneur de la reine Charlotte, femme de Louis XI. Des moins la terre de Rochechinard était avant 1316 jointe à la seigneurie de Saint-Nazaire. En 1317, Guiguès Dauphin, en récompense des grands services que lui avait rendus Girin Courtet, son écuyer, ayant promis de lui assigner 10 livres de rente en sens perpétuel dans la paroisse de Rochechinard et n'ayant pas accompli son engagement, Jean, son frère, comte de Vienne et d'Albon, donna audit Girin les châteaux et forteresses de Rochechinard. Ce dernier en jouit paisiblement jusqu'en 1340, époque à laquelle Humbert II ratifia la vente de ce château à Aymar Allemand et à Dame Guillette, qui avait été la nourrice dudit dauphin. Dans le château de Rochechinard résida, comme il a été dit, le sultan Zizim que le grand maître de Rhodes avait confié à la garde de Barachin Allemand, oncle de Charles Allemand, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Cette seigneurie fut achetée en 1540 par Charles Mausigné, sergent d'armes, dans la famille duquel elle resta jusqu'au 10 février 1699 qu'elle fut vendue, au prix de 78,000 livres, à Félicien de Marc ou par Marguerite Mausigné, fille de Charles, sieur de Crèvecoeur, ancien premier consul de Romans. Rochechinard passa ensuite, vers 1740, en la possession de Charles-Gabriel Justin de Barral, conseiller au Parlement de Grenoble. Cette terre seigneuriale, aujourd'hui morcelée, a été vendue dernièrement aux enchères. De l'antique château, il reste aujourd'hui quelques ruines consistant en 2 énormes tours séparées par une cour et une terrasse. Au moins plusieurs membres des diverses branches de l'ancienne et puissante famille de Selsonige, ces Montmorency du Dauphiné, figurent dans le récit. Les notes généalogiques et bibliographiques suivantes ne seront donc pas ici sans utilité. La maison de Selsonige paraît descendre des comtes de Forêt. Girard, l'un de ses comtes, ayant aidé Isarne, évêque de Grenoble, à chasser les Sarrasins de son diocèse, vers 950, reçut en récompense de ses services, les terres restées vacantes de Sessonige et de Royan.
Au Xe siècle, Hector fut seigneur souverain de Cessenige et Ismidon Béranger fut prince de Royan. En 1319, François de Cessenige reçut l'hommage de 84 gentilshommes et prouva qu'il pouvait lever plus de 200 hommes d'armes, sans compter les vassaux, etc. F-Jacques, baron de Cessenige, fils de François III et de Philippine allemand de Champs, fut chambellan et premier écuyer de Louis XI. Il commanda, en 1465, l'arrière-ban du Dauphiné à la bataille de Montlhéry où il formait l'avant-garde et comptait dans ses rangs 350 lances et 600 archers à cheval, environ 2,000 hommes. Les braves Dauphinois firent des prodiges de valeur et perdirent 54 gentilshommes. Jacques de Cessenige dans son dévouement patriotique aliéna, en 1478, la terre de Pont-en-Royan pour lever des troupes contre le duc de Savoie et défendre la place de Salus. En récompense, il fut fait en 1465, gouverneur de la principauté d'Orange. Il mourut en 1490, ayant eu 5 filles et 2 fils, Louise et Antoine qui figurèrent dans le tournoi. Sidonie était la fille de Hector de la tour Cessenige. C'était, dit Corilla, une fille à qui rien ne manquait pour être mise au rang des plus excellentes, qu'un peu plus de sévérité. Le baron de Cessenige l'aima avec une passion aussi violente que coupable, car il était son oncle à la mode de Bretagne et père de famille, c'est pour elle qu'il prit cette devise, une sur toutes. Elle répondit d'abord aux aveux de son parent, accusez les dieux qui m'ont faite si belle mais non pas mes yeux. Au reste la belle Sidonie partagea bientôt la passion qu'elle avait inspirée. Elle eut même une affection extrême pour les enfants du baron. Elle les caressait quand elle les voyait et souvent elle les envoyait visiter, quoiqu'elle eût elle-même 2 enfants naturels entre autres Claude pour qui elle fit bâtir la maison de la Rochette, dans la seigneurie de Cessenige. Sidonie avait pour la servir une fille nommée Éléonore qui devint éperdument amoureuse de sa maîtresse et qui considérant comme un rival le baron de Cessenige, lui voua une haine mortelle et le brouilla sans retour avec Sidonie. 96 Humbert de Batternay naquit vers 1438, d'Artaud, seigneur de Batternay et de Vangry, et de Catherine de Gasté. Il eut plusieurs frères et sœurs, au nombre desquels, un degré Antoine, fils aîné, d'abord échanson de Louis XI. Il épousa la fille de Houlfort, bailli de Caen, conseiller et chambellan du roi, et mourut en 1492 laissant 2 filles, 2 degrés Jacques, évêque de Valence et de Die, 3 degrés Gaston qui fut, en 1473, la VIE abbesse de l'abbaye de Saint-Just, etc. Humbert de Batternay fut d'abord page et favori de Louis XI, qui le fit ensuite conseiller et chambellan, baron du Bouchage, capitaine du Mont-Saint-Michel. Il épousa, de gré ou de force, malgré l'opposition de son père, Georgette de Montchenu, fille de Falque et de Louise de Gréco, le 25 avril 1463. Ce mariage forcé paraît cependant avoir bien tourné. Humbert fut le meilleur des époux, il eut plusieurs enfants, Jeanne qui fut mariée, en mars 1490, à Jean, fils d'Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, sénéchal de Provence. Le contrat fut passé devant 2 notaires, dont l'un était Pierre Perrier, notaire de Romans. La dot fut de 200,000 écus d'or, 1 million. Le 2 septembre 1499, elle mit au monde celle qui fut la célèbre Diane de Poitiers. Un fils d'Humbert de Batternay, François, épousa le 24 janvier 1507, Françoise de Maillé. Madame de Batternay mourut à Blois, au mois d'août 1511, et son mari décéda, le 12 mai 1523, au château de Montrésor où existe encore un magnifique tombeau de cette famille. À la 3e génération, cette illustre maison tomba en quenouille. 97 Marguerite de Cessenige,
habitante de Philippines, était veuve d'Amblard de Beaumont, seigneur de Montfort, encore fort jeune et fort belle. Elle fut longtemps très aimée du dauphin qui en eut 2 filles qu'il reconnut. L'aînée épousa le Bâtard de Bourbon, amiral de France, et la seconde fut mariée au seigneur de Saint-Vallier de la maison de Poitiers. J- le baron d'Uriage était le 5e fils de sa maison, depuis que celle de Cessonniges était tombée en quenouille. Il était devenu baron de Cessonniges à cause de Béatrix, sa 4e aïeule, héritière des biens et du nom de Cessonniges. Louise et François furent ses 2 fils, le premier se distingua à la bataille de Guingat. Azizimi, prince ottoman, amoureux de Philippine Hélène de Cessonniges. Histoire dauphinoise, à Grenoble, chez Nicolas, Monsieur DC.Elt.CE-IN16. 2X et 389 p. 2 Izimi, p. 284 et suivant 3 chefs de la justice. 4 gardes à cheval. 5 gardes à pied. 6 Le gouverneur de la ville de Romans était alors Berton de Boxozel. 7 Fulgéba inter minora sidra. Or. 8 Damien de Rostin, de Chevrières, fils de Jean et d'Antoinette de la Porte. Il épousa Marie Rigaud. D'or, à la bande d'azur chargée de 3 corneilles d'or, soutenues d'un filet de gueules. 9 Louis d'Ars, sieur du Mollard, et Artaud d'Ars, sieur de Réaumont, se signalèrent à la journée d'Anton. D'azur, au franc quartier d'or. Devise, un essaim d'abeilles et ces mots, m'a piqué la plus belle. 10 Jean de Laitieux, maître d'hôtel du roi. D'azur, à 3 lacs d'amour d'argent, au chef de même. Devise, pour 3. Cri, la foi, le roi, la loye. 11 Gabriel de la Poipe de Saint-Julien, capitaine de cavalerie, puis de 100 hommes d'armes. De gueule, à la fasque d'argent. Devise, nec temere, nec timide. 12 Louis de Cessonniges, fils du baron Jacques et de Jeanne de Commios et frère de la célèbre Philippine, suivit Charles VIII dans son expédition de Naples et fut fait prisonnier à Fornoux. Il mourut en 1521 laissant 5 fils et 3 filles d'Anne de Montlore. Burelé d'argent et d'azur de 10 pièces, au lion de gueule, armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur le tout. Cimier, primitivement un lion, plus tard une mélusine. Support, une mélusine se baignant dans une cuvette, tenant de la main droite l'écu des Cessonniges, de la gauche celui des Bérangers avec ces mots, si fabula, nobili est. 13 Claudiserand, seigneur de la Grange. De gueule, au griffon d'argent, au chef cousu de gueule. Cimier, une tête de cerf posée de front portant entre ses cornes une longue croix. Devise, magie incita cordi. 14 Pierre de Rivoire, seigneur de la bâtie Montgascon, fils de Louis, seigneur de Romagneux et d'Aiglines, combattit à Azincourt. Facé d'argent et de gueule de 6 pièces, à la bande de France. 15 Hénard de Gramont, seigneur de Vachères, famille qui a fourni des gouverneurs de la tour de Crest et a fini par Emmanuel Ludovic de Gramont, duc de Cadrousse, né en 1834. D'or, au lion d'azur, armé et lampassé de gueule. 16 Laurent de Beaumont, seigneur de Saint-Quentin, fils de Jacques et de Madeleine de la tour Cessonniges, fut d'abord page du dauphin. Étant allé faire une visite à sa tante Émonette de Beaumont, qui était religieuse à l'abbaye de Saint-Just, il y vit la jeune Philippine de Cessonniges dont la grande beauté le rendit amoureux. Bientôt il eut pour rivaux plusieurs autres gentilshommes, particulièrement Philibert de Montoison avec lequel il eut un duel dans lequel ils furent blessés grièvement tous les deux. Saint-Quentin se distingua ensuite dans les guerres d'Italie où il fut fait prisonnier. Il épousa une fille de la maison de Dreux. De gueule, à la fasque d'argent chargée de 3 fleurs de lis d'azur. Devise, impavidum ferir ruyen à eux.
17 L'Anthelme de Monteynard, fils de Raymond Hénard. Ayant été envoyé à la cour, il y vit sa parente Diane de Murinet, qui était au service de la reine, il ne put se défendre de lui donner son cœur point. Il eut entre autres rivaux Jean Dur de Ventrolle dont le roi Louis XI aimait la sœur Polydure, ce qui fut cause que le roi fit arrêter Monteynard par 4 gardes pour l'empêcher de se battre en duel avec Ventrolle. Après la mort de la reine Charlotte, Diane revint dans sa famille en Dauphiné où Monteynard eut occasion de la voir et de lui parler de son amour et particulièrement à Romans, tout le temps que dura le tournoi, mais ce fut toujours inutilement pour ses prétentions, il ne put jamais obliger Diane de Murinet de l'épouser point. De bon allemand, qui fut sa femme, il eut une fille nommée Anne qui épousa Jean de Poitiers, seigneur du Passage. De Vers, au chef de gueule, chargé d'un lion Isandore. Devise, Prodeo, Fide et Reger. Cri, Plutos mourir. 18 Hénard de Moretagne, seigneur de Chabriand, fut tué à la bataille de Ravenne en 1512. D'azur, à une tour crénelée de 5 pièces, sommet d'un donjon, le tout d'argent, à la patte d'ours touchant à la porte de la tour. Devise, ant que brard que doblard. 19 voix. La note G20 Philippe de la Tour Cessonige, seigneur de Vatilleux, frère de la belle Sidonie dont la notice suivra. Il descendait de Henri de Cessonige et de Huguette de la Tour. Il se distingua à la bataille de Marignan, fut lieutenant du roi en Bourgogne. Il se maria avec Louise de Cessonige de laquelle il n'eut qu'un fils, mort sans enfant. De Gueule, à la Tour d'Or, sénestré d'un avant-mur de même. 21 François Pape, seigneur de Saint-Auban. Il s'unit, en 1476, à Claudine d'Auban, fille du seigneur de Vinsobre. Il testa en 1512 d'or, à la croix d'argent. 22 Aymon d'Arvillard, seigneur de la Bâtie. Cette famille comptait parmi ses membres Humbert d'Arvillard, bâtard de Savoie, qui épousa André d'or, à l'aigle d'azur, membré, becqué et couronné de gueules. Devise, Nubalcius. 23 Amédée de Viennois était fils naturel du dauphin Humbert II. Marie-Thérèse Alexandrine Émilie de Viennois, dernière de sa maison épousa, le 16 mars 1802, le marquis d'Albon à qui elle apporta la terre de Septème. D'or, au dauphin d'azur, crété, oreillé et barbelé de gueules, brisé d'une barre de même. 24 Les armes des Buffévent étaient des ailes de moulin à vent, mais André de Buffévent ayant accompagné le comte d'Auxerre à la croisade de 1279, remplaça ses armes par une croix vidée et fleuronnée d'or. 25 Antoine de Péloude, seigneur de l'île d'Abo. D'or, facé de gueules. Devise, contra audanciorito. 26 Il y a eu un Bernardin de Clermont, vicomte de Tallard, né le 3 juillet 1519, qui fut chambellan de François Ier. Cimier, 2 clés d'église surmontées d'une tiare papale d'or, doublée de gueules, concession de Calixte II. Devise, Sionégonon. 27 Claude de Marsanne de Gueule au lion d'or, au chef de même, chargé de 3 roses du champ. 28 Humbert de Vaux, seigneur de Milieu, écuyer et maître d'hôtel de Bayard. Il se distingua à Fornoux et à Marignan, puis fut tué à la défense de Mézières. Tous ceux de sa race sont vaillants. De Gueule, au lion passant d'argent. 29 L'illustre et ancienne famille de Commius se divisa en 11 branches. Lancelot, seigneur de la Roche, portait, d'argent au sautoir d'azur, cantonné de 4 roses de gueule. Devise, sub penis prabo. 30 Georges Arbalestier. De gueule, au chevron d'argent chargé de 5 pommes de pin renversées de sinople, accompagnées de 3 étoiles d'or. 31 Louis d'Air descendait de Guillonnet,
qui combattit à Marignan, en 1515. Il testa en 1585. D'azur, à 3 bandes de lierre d'or entrelacées. 32 Guy d'Orgeoise fut gouverneur du château de Voiron en 1479. Il épousa Isabelle de Gotha-Fred. Son fils, Pierre, combattit à Pavie et fut tué en Italie. De Gueule, à 3 fleurs de lis d'argent, rangées en fasque, au chef de même chargé d'un chêne de sinople énglanté d'or. 33 Pierre de la Porte, famille divisée en 3 branches. De Gueule à la croix d'or. Devise, pour elle tout mon sang. Cri, nul n'enfonce la porte. 34 Charles de Chaponnet, famille divisée en 4 branches. De Gueule, au coq d'or. Devise, galop canante SPES redit. 35 Guillaume de Genas, sieur d'Arguille, dans le Viennois. D'or, à un genêt de sinople à 4 branches passées en sautoir, fleuri d'or. 36 Aymar de Groslay, dit le Renard, baron de Bressieux, frère de Jean et de Béatrix de Mévouillon, lequel épousa Philippine de Sassonige que le sultan avait aimée pendant son séjour à Rochechinard. Louis de Groslay se maria à Catherine de Montchenu, belle-sœur de Humbert de Baternay, qui la dota de 2,500 écus. Gironnet d'or et de sable de 8 pièces. Support, 2 anges au naturel. 37 Antoine de Théis, sieur de la Bayette, se signala dans les guerres d'Italie sous Charles VIII. De Gueule, à 2 faces cangrelées d'argent. Devise, de tout me tait. 38 Georges de Torchefelon, seigneur de Montcarrat, le châtelard de Cossieux, Montferrat en Dauphiné. Il fonda, le 14 juin 1517, la chapelle de Notre-Dame de Cessieux. Il épousa Marguerite de Paladru et testa en 1519. De Gueule, au chef d'azur chargé de 3 bandes d'argent chargées de 3 mouchetures d'hermine de sable. Devise, Possius Mori Camfa et Dari. 39 Charles d'Austin. De Gueule, à la croix engrelée d'or. 40 Olivier du Mottet testa en 1527 en faveur de son fils Bernard, chevalier de l'ordre du roi, lieutenant des gardes de sa porte, armé chevalier sur le champ de bataille par Henri II, au camp de Renty, en 1554. De Gueule, à l'aigle d'argent becqué et membré d'or, au chef de même. Devise, tout droit. 41 Jean de Briançon, seigneur de Vars. D'azur, à la croix d'or. 42 Raymond de Durand, de Châteaudouble, se distingua dans les armées des rois Louis XI et Charles VIII. Ce dernier prince lui confia la garde du château de Perpignan. Parti de sable et d'or, au chevron de l'un en l'autre, au chef d'argent, chargé de 3 têtes de lion léopardées de Gueule. 43 Fouquet du Puy, seigneur de Montbrun, d'une famille divisée en 7 branches. D'or, au lion de Gueule, armé, paré et lampassé d'azur. Devise, Léovicite. 44 Antoine de Rachet, IME du nom, seigneur de Montferrat, testa en 1518, laissant 2 fils de Jeanne de Rogemont. D'azur, à la bande d'or, chargé d'un lion de Gueule. 45 Pierre de Voissanque. De Gueule, à la bande d'or accompagnée en pointe d'une étoile commetée de même, au chef cousu d'azur, chargé d'un croissant montant d'or. 46 Pierre de Vesque, IME du nom, seigneur d'Ancône, sa famille a fourni 12 branches. Il était fils de Rostin de Vesque, seigneur de Montjoux, et de Delphine Arnaud. Étienne fut sénéchal de Beaucaire, sous Louis XI. Palais d'argent et d'azur de 6 pièces, au chef d'or. 47 Antoine d'Arzac, fils de Simon et de Marie de la Chapelle. Il fut père de Humbert et de Jacques. D'argent, à 3 bandes de Gueule, au chef d'or chargé d'un aigle de sable.
48 Antoine Blanc de la Côte-Saint-André, anobli par Charles VIII. Branche tombée en quenouille. Écartelée en sautoir d'argent et d'azur. Supports et cimiers, des hermines. Devise, Sine Macula. 49 Hugues de Mont fut marié 2 fois, 1 degré avec Isabeau Rabot, 2 degrés avec Michel Dur, il combattit et se distingua aux guerres d'Italie. Il testa le 24 février 1521. Bandé d'or et de sable de 10 pièces. 50 Étienne de Poisieux, seigneur de Septème, Hautes-Rives et autres places. Conseiller et chambellan du roi, bailli des montagnes du Dauphiné. Il acquit beaucoup de réputation contre le duc de Bourgogne. De gueules, à 2 chevrons d'argent surmontés d'une fasque en devise de même. 51 Ferrand de Pracontal, de Prato-Comitali, seigneur d'Ancône, fils de Guichard et de Béatrix de la Roche. D'or, au chef d'azur chargé de 3 fleurs de lys d'or. Devise, partout vit Ancône. 52 Guy Guès de Guifery, dit le chevalier de Boutières, d'abord archer dans la compagnie de Bayard, devint lieutenant général de l'ordre du roi, gouverneur de Turin, commanda en Italie et se couvrit de gloire aux batailles de Pavie et de Cérizole. D'or, à la bande de gueules, chargée d'un griffon d'argent, becquet et onglet de sable. Devise, Huc quid obsta. 53 Barachin allemand, seigneur de Rochechinard, dans le château duquel le prince Zizim fut interné pendant plus d'une année. Il acquit, le 21 mai 1484, le château et le mandement de Damptosieux. Il servit en Italie et mourut dans Navarre qu'assiégeait Ludovic Esforce. Il ne fut point marié. La famille allemande était très ancienne, très nombreuse et très unie, d'où le dicton « gare la queue des Allemands ». De gueules, semées de fleurs de lys d'or, à la bande d'argent brochant sur le tout. Devise, to in corde co in armi. 54 Gabriel de Groslay, seigneur de Viryville, famille originaire du Bugey. Elle a fourni de nombreuses branches. André, seigneur de l'Essin, signa pour Humbert de Batternay, le 31 janvier 1488, la prise de possession du château d'Anton. Gironné d'or et de sable de 8 pièces. Cimier, une queue de paon. Support, 2 anges au naturel. 55 Antoine de Boxozel, seigneur de Chastelard. Berton était gouverneur de la ville de Romans en 1466. Il fut accusé de malversation dans l'exercice de ses fonctions. Perrault de Chastelard, à l'âge de 25 ans, paya de sa tête son amour pour la reine Marie Stuart. D'or, échiqueté d'argent et d'azur de 2 traits. Devise, Cloy qu'il advienne. 56 François de Langon, d'une famille de Saint-Marcellin. De gueules, à la tour d'argent crénelée de 4 pièces, maçonnée, fenestrée et portillée de sable. 57 Aymon de Salveing, seigneur de Boissieu, famille dont Vulson de la Colombière a donné une généalogie qui a été réfutée par monsieur Alfred de Terbasse. De l'Empire, à la bordure de France. Cimier, une aigle naissante d'or, à 2 têtes. Devise, à Salvin le plus gorgia moins que ne ferai-je pour elle. 58 François de Cessonige, surnommé le Petit Bayard. Il n'eut point d'enfant d'Hélène de Cessonige, fille d'André, seigneur de Montrigaud. Mêmes armes et mêmes cimiers que son frère Louis. 59 Hector de Monteynard, fils de Raymond, lieutenant au gouvernement de Dauphiné en 1493. Il fut ensuite chambellan du roi et gouverneur du comté et de la ville d'Asti. Il épousa Marguerite, fille légitime du marquis de Montferrat. Il fut assassiné à Milan par le marquis de Sive. Devers, au chef de gueule chargé d'un lion issant d'or. Devise, Prodeo, Fide et Roger.
Cri, Plutos mourir. 60 Claude Falcoz était Mistral de Vourey, en 1486. D'azur, au faucon d'argent, les jets et les sonnettes de même. Devise, Ad quid venisti. Simpe in altum. 61 Claude de Chastelard combattit à la bataille de Montlhéry, en 1465. D'or, à 3 chevrons d'azur. 62 Guillaume de Virieux, seigneur de Pupetière, épousa en premières noces Renaud de Garadol de l'Écline et en secondes noces, 1484, Louise de Louvat de Lupé. Il eut de ces deux alliances 3 fils et 2 filles, entre autres Guillaume qui combattit à Fornoux en 1495 et qui testa en 1519. De Gueule, à 3 vires d'argent. Devise, Viresi vulner virtus et sin fin. 63 Antoine Vachon combattit aux batailles de Ravenne et de Marignan. De Sable, à la vache passante d'or. Devise, Solerti simplicitate in melius. 64 Louis de Tholon, seigneur de Sainte-Jalle, combattit à Marignan en 1515 et fut fait prisonnier à la bataille de Pavie en 1524. De Sinople, au signe d'argent, becquet et membré d'or. 65 Antoine de Montchenu, fils de Falque et de Paul de Bressieux et frère de Georgette qui fut la femme d'Humbert de Baternay, chambellan et conseiller de Louis XI. Il était bailli du Viennois et du Valentinois. Il allait bientôt se marier dans la ville de Romans avec Louise de Clermont, fille du baron et vicomte Antoine de Clermont et de Françoise de Cessonige. C'est à l'occasion de ce prochain mariage qu'il donna le tournoi qui fait le sujet de ce récit. Il fut tué à la bataille de Verneuil en 1524. C'était, disent ses contemporains, un homme de grande mine et de beaucoup d'esprit. De Gueule, à la bande engrelée d'or. Devise, la droite voie. 66 Philibert de Clermont, seigneur de Montoison, l'un des plus vaillants hommes de son siècle, combattit longtemps en Italie et y mourut étant chevalier de l'ordre du roi. Il s'était marié avec une demoiselle de Dreux, dont il n'eut pas d'enfant. Sa famille lui doit cette honorable devise, à la rescousse Montoison. Souvenir de l'appel que lui fit Charles VIII sur le champ de bataille de Fornoux en 1495, où il courait le danger d'être fait prisonnier. De Gueule, à 2 clés d'argent passées en sautoir. 67 Claude de Béranger, seigneur du Gois. Gironnet d'or et de Gueule. 68 Christophe Adhémar, baron de la Garde, famille tombée en quenouille par 2 filles. D'azur, à 3 bandes d'or. 69 Pierre de la Baume, seigneur de Suse-la-Rousse, famille fondue dans celle des Isnards. D'or, à 3 chevrons de sable, au chef d'azur chargé d'un lion naissant de sable couronné d'or. Devise, Dulcet et de Coromet. 70 Claude de la Poipe, seigneur de Serrières, et Claude de la Poipe de la branche de Saint-Julien, combattirent en Provence contre Charles Quint. De Gueule, à la fasque d'argent. 71 Aymon de la Balme, seigneur de Montchalin. De Gueule, à 3 pelles d'or à la bande de sable, brochant sur le tout. Devise, éternité. 72 Jacques de Montbel, seigneur d'Entremont et de Delomieux. Il avait été dépossédé de ses terres qui lui furent rendues en 1499, en récompense de ses services. D'or, au lion de sable, armé et lampassé de Gueule, à la bande composée d'hermines et de gueules de 6 pièces. Cimier, un aigle d'argent. Support, 2 lions. 73 Georges de Beaumont, seigneur des Adrets, fils de Jacques et père du fameux François de Beaumont des Adrets, qui s'est acquis par sa cruauté une triste célébrité dans les guerres de religion. De Gueule, à la fasque d'argent chargée de 3 fleurs de lis d'azur. Devise, impavidum ferir ruienae.
74 Jacques de Brunier, seigneur de Larnage, marié en 1503 avec Catherine Adhémar, dame d'Apés et de Marsanne. D'Azur, à la bande et au chef d'or. 75 André Bouvier, fils de Ponson, d'une famille des environs de Romans qui a fourni 2 branches, celle des Chabert et de Montméran, et 2 capitaines huguenots qui guerroyèrent dans le Royan. De Gueule, à 3 rencontres de taureaux d'or, panachés de même. 76 Aymar de l'Eure, seigneur d'Aubenas, famille originaire de Crest. D'Azur, au sautoir d'or, cantonné en chef d'un croissant de même et de 3 roses d'argent aux autres cantons. 77 Guy de Sautereau, fils de François et d'Anne Gandelin, lieutenant de la viguerie de Marseille en 1470, et Chanson du roi de Sicile, capitaine pour le pape de la porte Saint-Lazare d'Avignon en 1476. Il fut marié 3 fois et eut 7 enfants. Il se signala à Fornoux en 1495 et testa en 1518 et 1529. D'Azur, à la croix d'or cantonnée de 4 éperviers d'argent, auget et sonnettes d'or. 78 André de Claveyson, de la famille de Claveyson-Austin de Romans, châtelain et juge de Chabeuil en 1483. À la tête de la noblesse et des vassaux des environs, il reprit le château d'Étoile sur Salazar de Lastic. De Gueule, à la bande d'or, chargé de 3 clés de sable. Devise, Coelorum crux mihi claviri. 79 Guillaume de Fassion, sieur de Mentonne. La principale branche de cette famille habitait Roibon. De Gueule, à la croix d'or cantonnée en chef de 2 étoiles de même et en pointe de 2 roses d'argent. Devise, Fulget et Floret. 80 Hugues de Maugiron, seigneur d'Ampuis, le seul de ce nom. Il épousa Anne Robe, dont il eut François, seigneur de l'Essin, qui, le 31 janvier 1488, signa la mise en possession d'Humbert de Baternay du château d'Anton. C'est sans doute Guy, lieutenant en Dauphiné, qui combattit à Marignan. Gironné d'argent et de sable de 6 pièces. Devise, infringis solido. 81 Guy ou Guiguès de Laurès, fils d'Antoine, seigneur de la maison forte de Laurès, testa en 1501. Il avait épousé Claudine Bottu. De Gueule, à la face losangée d'or et d'azur. Devise, un jour l'aura. 82 Raymond de Chissé, Aymon ou Hennemont, famille qui a donné 4 évêques de Grenoble. Partie d'or et de Gueule, au lion de sable armé et l'empassé de Gueule brochant sur le tout. 83 Pierre de Manicy, d'une famille romanaise. À l'époque du tournoi, les Manicy étaient marchands. Ils ont fini dans la branche des Ferrières dont plusieurs membres ont été conseillers au Parlement de Grenoble. De Gueule, à 2 clés d'argent passées en sautoir, l'anneau tortillé de 4 pièces, brisé en chef d'une étoile d'or. 84 Jean de Marcel de Blain, du lieu de Marsanne, fut anobli en 1493 par le dauphin. D'argent, à la bande de Gueule chargée de 3 croissants d'argent. 85 Claude de Tivolet parut aux guerres d'Italie. Il existait une maison forte de Tivolet sur la seigneurie de Miribel qui appartenait au siècle dernier à la famille de Jomaron. De Gueule, à la bande d'or, chargée de 3 losanges demi de sable. 86 Antoine de la Estangue, frère de Bernard de Murat et d'Antoinette de Quincieux. Il fut écuyer du roi de Navarre, puis gentilhomme de François Ier. D'azur, à 3 fasques muraillées d'argent, maçonnées de sable, ouvertes au milieu d'une porte. 87 Humbert de Murinet, de Saint-Jean de Jérusalem, d'une branche de la famille du Puy-Montbrun. Humbert de Murinet, fils de Ferrand et de Marguerite de Beauvoir et marié à Marguerite d'Aire, commandait 300 hommes à Pavie. De Gueule, au Lion d'Or.
88 Antoine d'Urcornillon, seigneur du Puy-Saint-Martin, d'une famille divisée en 11 branches. Il fut présent à la bataille de Marignan. Il avait épousé Alix de Cornillon, dame de la Baume, d'où Claude d'Ur qui fut gentilhomme du roi et gouverneur de Gênes. D'Argent, à la bande de Gueule, chargé en chef d'une étoile du champ. Devise, en tout lieu, à toute heure. 89 Pierre Coste était 1484 officier de la monnaie de Romans. Il figure en si noble compagnie à cause d'un de ses descendants, Jacques Coste, comte de Charmes, qui était du temps de Guy Allard président au Parlement. De Gueule, à trois côtes ou bandes d'argent. 90 Jean Grimaud, écuyer, combattit en 1495, à la bataille de Fornoux. Il épousa Catherine Coët de Bouquéron, dont il eut un fils, Jean-Ime du nom. D'azur, à trois têtes de chameau d'or, accolées de sable et clarinets d'azur. 91 Pierre de Colombe, famille de la côte Saint-André. Tiercé en fasque de gueule d'or et de sable, l'or chargé de trois colombes d'azur, perles en merlette, becquets de gueule. 92 Jean Rigaud. Il y a eu, de 1300 à 1500, 6 Jean Rigaud. Celui-ci, Yves Dunon, fut maître d'hôtel du roi Louis XI. D'azur, à la bande d'or, accompagné de 6 losanges de même. 93 Charles Allemand s'intéressa en faveur de Zizim auprès du pape, il vint le voir en Auvergne. Ensuite il habita Saint-Gilles en Languedoc dont le grand prieuré lui avait été donné. Il fit présent au grand maître de RHOD de 4 canons et laissa à l'ordre, par son testament, une somme de 9,000 livres. 94 Voyez la note D95 le 5 mai 1493, ce même pape avait fait dans Rome une procession pittoresque, en tête marchait la croix, accompagnée à droite, par le sultan Djem, à gauche, par César, cardinal de Valence, habillé en turc. 96 Les héroïnes du roman de Guy Allard étaient toutes de si séduisante et incomparable beauté, que les hommes les adoraient et que des femmes aussi en étaient éprises, passion anormale, renouvelée des Grecs et qu'on retrouve dans les poésies de Bierry de Roman, femme troubadour du XIe siècle. 97 Voix. Imbert de Baternay, par Bernard de Mandreau. 1886. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book Un tournoi à Romans en 1484 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol. Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.
Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.1. 1.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraphe 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumptions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information à bout donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation,
the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Fondation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Un tournoi à romans en 1484 par le docteur Ulysse Chevalier. Roman 1888. Un tournoi à romans. Note the full Project Gutenberg licence.